Moi je suis maçon terre crue. Donc la maçonnerie en terre crue, elle a deux caractères principaux. D'abord elle est écologique, puisque la terre crue n'est ni transformée ni cuite, à l'opposition de la terre cuite par exemple. Deuxièmement, elle est respectueuse du patrimoine. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers, et dans tout le sud-ouest, on a un patrimoine en terre crue important. Et donc, il faut, lorsqu'on veut le restaurer, essayer de le restaurer soit à l'identique, ou bien en prenant en garde à respecter le matériau d'origine, qui est de la terre, tout simplement. Donc moi, je retravaille avec des techniques qui sont, par exemple, la plus importante, le pisé. Ça, c'est de la terre compactée, qui permet de construire des murs porteurs. Ce sont des murs massifs, en 50 cm d'épais, là c'est juste un échantillon. Après, à l'inverse, on peut avoir des cloisons réalisées en colombage de bois avec un remplissage. Initialement, on faisait un remplissage en torchis. Donc le torchis, c'est beaucoup de terre, un tout petit peu de paille. Ici, je vais faire un remplissage en chanvre et terre, qui est plus isolant. On pourrait très bien le faire en torchis. Ensuite, on a ici des blocs de terre-paille ou de terre-chanvre qui sont encore une fois isolants. Et pour les anciennes techniques, on retrouve ici beaucoup de maisons ici ont été réalisées en adobe. Donc l'adobe, c'est la brique de terre crue. Ça s'appelle aussi, selon la région, des mottes, des blocs. C'est maçonné, donc c'est que de la terre. Et c'est maçonné avec un mortier de terre et de sable. Et on fait ce qu'on veut avec, aussi bien des arcs que des murs porteurs ou des cloisons. Au final, on peut, dans un souci d'esthétique, recouvrir ces murs d'un enduit terre ou terre et chaud, qui va pouvoir être aussi bien en intérieur qu'en extérieur et qu'on va travailler éventuellement dans un but esthétique. Donc la construction en terre crue induit que la terre cuite est polluante ou non respectueuse de l'environnement? Oui, bon, on est toujours plus ou moins polluant. La terre cuite, elle va être polluante plus que la terre crue parce qu'on va d'abord la broyer, la travailler, la malaxer pour ensuite la préparer à la cuisson. Donc il y a d'abord toutes les opérations de préparation qui sont coûteuses en énergie et surtout la cuisson. Ensuite, on a un autre souci avec la terre cuite, c'est qu'elle fait l'objet d'un transport, puisque généralement les unités de production sont à certains endroits et qu'elles vont être diffusées après ces productions dans la région environnante. Alors que dans la terre crue, premièrement, on ne la transforme pas, on ne la malaxe pas, on ne la broie pas, deuxièmement, on ne la cuit pas, et troisièmement, on la prend sur place. Parce qu'en général, si on essaie d'être écologique dans son projet de construction, on va utiliser les matériaux qui sont localement disponibles. Alors évidemment, on ne va pas construire en terre crue, en haute montagne, où on n'a que de la pierre. On construit en terre crue dans le sud-ouest, dans les zones dites des coteaux ou dans les zones argileuses. D'accord. Et donc ça permet quand même d'avoir une longévité Alors ici on a un patrimoine en terre crue qui est vieux de 2 à 3 siècles en moyenne, et dans le Gers vous avez un silo fortifié qui est en terre crue, en pisé, qui a 7 siècles. Donc au niveau longévité, je pense qu'on a de quoi prouver la validité du matériau. Et quelle est la difficulté par rapport à une construction plus ordinaire, enfin plus qu'on connaît aujourd'hui? Alors, quelle est la différence finalement? La grosse différence, elle réside dans le fait que ce matériau ne bénéficie pas d'une médiatisation. Il n'a pas fait l'objet d'une communication comme c'est le cas dans les matériaux modernes. Par exemple le ciment, par exemple la brique cuite, le placo-plâtre pour les finitions, sont des produits industriels qui sont accrédité parce qu'on a toute une campagne de promotion du produit industriel qui est tout à fait logique et normal dans le développement économique, alors que la terre, elle n'est pas vendue, elle ne fait pas l'objet d'un business, si on veut. Donc il n'y a personne qui va investir dans une campagne de communication pour la terre, parce qu'on ne pourra pas rentabiliser cette communication. Et donc le premier souci, c'est ça, c'est de réussir à crédibiliser le matériau auprès de gens qui n'ont d'informations sur les matériaux du bâtiment que le message médiatique. Et dans ce cas-là, bien souvent, ils ne savent pas ou ils ne savent plus que les maisons ont d'abord été en terre avant d'être en ciment. Donc ça rend les matériaux difficiles à trouver, ou alors il faut travailler beaucoup plus soi-même la fabrication? Non, les matériaux sont très faciles à trouver, parce que la terre, il suffit d'avoir quelque part un site où on peut extraire cette terre. Les terrassiers, continuellement, journellement, trouvent de la terre à bâtir. On peut leur en demander. La grosse difficulté, c'est surtout de convaincre les gens que la terre, c'est solide.
Les gens ne le savent plus. La terre, c'est solide. Eh oui. Le patrimoine en terre, il a plusieurs siècles. S'il n'était pas solide, on l'aurait pu. Alors, pour les gens qui investissent dans ce mode de construction, qui vont devoir faire des crédits, hein, comme on connaît aujourd'hui, est-ce que cela pose problème pour financer sa maison? Oui. Parce que là, on change de fournisseur ou on voit... Alors ça peut poser problème déjà parce que l'assureur du projet, bien souvent, il va vouloir avoir des données techniques et surtout des garanties techniques sur les matériaux employés pour la maison. Donc il faut à ce moment-là avoir que le porteur du projet soit ou bien s'autofinance et ait confiance, parce que là on est dans une relation de confiance, et confiance dans ces techniques qui ne sont pas des techniques improvisées, qui sont des techniques ancestrales. Ou bien que l'assureur accepte de se baser sur le fait qu'on est dans des techniques qui sont respectueuses des règles de l'art. Le CSTB avait édité des REF, donc ce sont les ancêtres des DTU, des documents techniques unifiés, en 1946 sur la terre et le béton de terre. Donc le CSTB connaît la terre, mais il n'a pas été plus loin dans la démarche de normalisation. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt économique, puisque aucun industriel ne va commercialiser la terre que vous avez sous les pieds. Tout tourne autour de ça. Alors après, la question économique, c'est moins cher, c'est égal ou c'est plus cher? C'est égal. C'est égal, puisque, par exemple, pour un enduit, quand on passe un enduit dans une bétonnière, le mortier, c'est la même bétonnière, que ce soit à la terre ou au ciment ou à la chaux. Quand je prends ma taloche et ma truelle et que je projette l'enduit, je fais le même geste. Que je mette un enduit ultra moderne, monocouche, ou que je mette un enduit à la terre, c'est exactement le même temps de pose. Donc c'est le même coût. Le coût de l'enduit, la terre est gratuite, mais il y a une préparation de la terre. Le coût de l'enduit acheté dans le commerce n'est pas négligeable, mais on gagne du temps, donc ça compense. Après, pour des murs, c'est pareil, on va tourner une maison bien pensée en fonction des matériaux de terre. On va arriver à des coûts similaires de l'ordre de... Alors, ça va varier de 1200, 1500, 1700 euros du mètre carré bâti, c'est ce qu'on a sur le marché actuellement. Il faut surtout, lorsqu'on conçoit la maison, savoir au départ quel matériau on utilise et donc utiliser le matériau à bon escient. Et ça conditionnera un coût présentable. Donc on peut marier les deux, le bois et la terre? Absolument, ça se marie très bien. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs anciennement, notamment dans les colombages et le torchis. Alors, et les toitures, si on n'utilise plus de terre cuite, voilà. Alors ça qu'est-ce qu'on fait des tuiles? Alors voilà, la tuile étant cuite, on peut supposer qu'elle est un poste de dépense énergétique. Il faudrait se tourner vers les toitures végétales. Là, il y a un gros travail à faire, aussi bien dans la conception. Alors les murs en terre massifs, les murs en pisé peuvent largement supporter le poids d'une toiture végétale, parce qu'une toiture végétale c'est très lourd. Mais il faut que l'architecte, au départ, il ait anticipé ça. Et après, moi, par contre, au niveau de la conception de la toiture végétale, je ne m'intéresse pas à ça. Donc, je ne peux pas le proposer. Je ne suis pas compétent. Donc votre entreprise est à Saint-Os. Vous avez déjà des exemples de bâtiments qu'on peut... Oui, donc moi j'ai fait une maison qui a été une maison laboratoire, où j'ai non pas testé les techniques, mais parce qu'on a les modes de savoir-faire, notamment l'école d'architecture de Grenoble diffuse beaucoup d'informations et forme des architectes à ça. Mais surtout, j'ai pu tester des cadences de production qui me permettent maintenant de pouvoir établir des devis. Et après, j'ai normalement une maison là, qui est prévue pour le printemps dans les Landes, qui sera entièrement en pisé. Et donc je vais pouvoir montrer une première maison réalisée. Celle que j'ai construite là, le gros œuvre est fini, mais elle n'est pas encore complètement terminée. On va vous laisser donner l'adresse de votre site pour que les gens puissent vous trouver facilement. Donc on peut me trouver sur le web à l'adresse suivante, c'est http://terre.cru.free.fr. Voilà. Eh bien, Christian Bord, merci beaucoup. Merci à vous. Et à l'année prochaine sur le salon Vita Nature de Tarbes. Au revoir. Merci, au revoir.